sur la question des enfants actuellement, il y a un premier degré de lecture qui peut être lié à l'invisibilité quant au futur, à savoir, sachant qu'il y a des bon nombre d'inconvenances au niveau de l'école, au niveau aussi de l'impossibilité pour eux d'avoir les activités habituelles. Donc il y a un équilibre entre le physiologique, le fait de faire du sport, et le psychologique, l'intellectuel, le fait d'apprendre. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette impossibilité d'avoir une lecture à moyen long terme qui, semble-t-il, génère beaucoup de craintes, et à juste titre. Le deuxième degré de lecture, c'est plutôt l'aspect constructif. C'est qu'en réalité, dans la vie, ce qui justement permet des améliorations, c'est souvent des chamboulements. Et les phrases qu'on dit, tout ce qui ne tue pas te rend plus fort, c'est des métaphores qu'on utilise vraisemblablement pour essayer de supporter le poids des difficultés. Mais en réalité, il y a un sens profond là-dedans. Ce qui signifie que si l'humanité était purement linéaire, à savoir que les progrès s'effectuaient finalement simplement, assez naturellement, comme une progression comme ça, voilà, chronologique, sans contrainte, ça se saurait. Le fait est que l'histoire de la vie, comme l'histoire de la culture et l'histoire des sociétés, c'est toujours finalement des combats, des difficultés, des remises en question, et fatalement, par le biais de savoir aller au-delà de ces difficultés-là, des transformations. Une transformation, c'est douloureux, nécessairement. Le fait est que j'aime bien cette métaphore-là, qui est assez connue, mais qui vaut le coup d'être répétée, c'est la métaphore du papillon, à savoir, il y a du coup un chercheur qui s'amuse à regarder les papillons et qui veut absolument aider un papillon, une chrysalide qui se transforme en papillon, afin de pouvoir faire en sorte de diminuer ses douleurs quand elle prend son envol. Il y a une sorte de gel voilà, qui recouvre la chrysalide au niveau des ailes pour qu'elle puisse pendant 1 heure, de par la souffrance générée, habituer ses muscles pour pouvoir voler par la suite. Et donc le chercheur occidental qui est gentil et qui veut être bienveillant, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la gélatine. Et ça génère quoi? Ça génère l'impossibilité pour le papillon de voler. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. C'est-à-dire que la transformation ne peut être envisagée que dans la mesure où radicalement il y a, au fond de nous-mêmes, du coup, de par l'indisposition, la volonté de trouver un chemin indépendant, propre, qui peut nous élever. Donc la métaphore que je viens d'évoquer là, qui semble dérisoire, est pleine de sens. C'est que comment pouvez-vous imaginer finalement qu'un individu limité dans son espace, limité finalement dans son confort intellectuel, ou plutôt dans ses perspectives de raisonnement, puisse faire de cette situation une transition utile pour franchir un cap? Manifestement, on n'a pas l'impression d'eux. Seulement, regardez bien ce que c'est que l'histoire. L'histoire, c'est systématiquement des difficultés. Alors, je peux renvoyer simplement, par exemple, là, si vous regardez le film de Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace, qu'est-ce qu'on observe au début du film? C'est que finalement, les hominidés, donc finalement les singes en devenir, enfin les hommes qui sont singes, enfin les singes qui sont hommes en devenir, pardon, finalement découvrent un outil qui permet de pouvoir lutter face à une autre tribu. L'outil, ça va être simplement un os avec lequel ils pourront se battre. Cette découverte, finalement, va engendrer, donc, dans la douleur, la possibilité de s'élever et de devenir indépendant. D'ailleurs, on voit dans le film avec un fameux plan séquence où l'os devient d'un coup un vaisseau spatial, et on voit finalement que cette difficulté surmontée dans l'opposition à la douleur est à l'origine finalement d'une évolution technologique qui aboutira à un vaisseau spatial, vous voyez. Donc l'idée, c'est que cette douleur actuelle, qui est psychique, ce qui fait que, bien sûr que les douleurs qui sont celles de nos prédécesseurs étaient plus des difficultés finalement relatives à un environnement hostile, à la nature qui était hostile, il fallait l'apprivoiser, il fallait se l'approprier. Maintenant, c'est fini ça, on a réussi à apprivoiser la nature et l'environnement. Maintenant, on doit essayer d'apprivoiser nos forces psychiques, à savoir comment gérer une situation où on se sent mis à mal parce qu'on a limité notre sphère d'action, parce qu'on a, limité les possibilités finalement de se projeter dans l'avenir, ce qui évidemment est confortable, mais c'est dans le confort qu'on parvient à créer le type d'homme le plus adapté finalement à des situations diverses et variées. Vous voyez, on voit bien, notamment quand on parle d'éducation, tout à chacun peut s'imaginer que lorsqu'un enfant est trop couvé, dès lors qu'il va dans le monde réel, il y a une espèce de fragilité, une faiblesse qui l'amène à parfois revenir en pleurant, en disant bah, tiens j'ai subi telle chose. Et évidemment l'attitude qui est déconseillée, mais qui est en général finalement mise en place parce qu'on est beaucoup dans des familles monoparentales avec la maman, c'est tiens, attention mon bébé, je te protège, je te protège. Et à mesure qu'on fait ça, finalement on indispose l'enfant, et on sait très bien qu'à terme, la capacité à faire face aux difficultés va se réduire considérablement. Et tout à chacun ici, en imaginant ce que je viens de dire, peut admettre avec moi que ce que je dis est parfaitement plausible. Et en réalité là, il faut voir le problème à l'envers. C'est-à-dire que si justement nos enfants sont capables d'alterner leur désir
dans le sens où il n'y a plus la possibilité de pouvoir le manifester sur le terrain habituel. S'ils peuvent faire ça, alors on peut imaginer que cette modification engendrera une approche du coup sociale différente, une psyché beaucoup plus riche, parce que finalement c'est quoi le but de la vie? C'est bien évidemment de pouvoir vivre d'interactions humaines favorables, de bonheur, de sentiments, d'émotions. Et qu'est-ce qui nous indispose à ça jusqu'à maintenant? C'est que la course effrénée à la réussite mettait l'ego au centre des débats. Et donc il faut que je réussisse, et cette réussite ne pourra être vérifiable que dans la mesure où j'ai mis des comparaisons. J'ai un diplôme de plus que toi, j'ai un métier plus valorisant que toi, j'ai un physique plus valorisant que toi. Donc finalement, cette course effrénée, qu'est-ce qu'elle engendrait comme conséquence? Conséquence que le bien-être ou le bonheur était perçu qu'à travers une mise en comparaison des prétendus attributs des humains. Qu'est-ce qui se passe là? La compétitivité est en pause. Parce que finalement, l'économie, tout ça, il y a cette idée finalement qu'on doit resserrer les liens face justement à ce qui se passe, face aux conditions plus difficiles. En resserrant les liens, qu'est-ce qu'on fait finalement? Si ce n'est de faire en sorte de vivre des relations humaines de façon plus détachée, de façon moins, compétitive en réalité. Donc si on arrive à se dire qu'on doit du coup obligatoirement redéfinir nos raisons d'agir. Un enfant finalement il agit en vertu de quoi? En vertu des conseils que les parents lui confèrent. Qui lui dit, tiens, prends cette direction. L'adulte il sait plus quoi dire aujourd'hui. Non seulement parce que les générations antérieures sont bien celles qui ont fait qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on est aujourd'hui, à savoir, je ne réfléchis pas, le système politique est inconsciemment le relais finalement d'un système moral, ce qui est quand même ridicule. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que de tout temps, un pouvoir politique, puisait sa légitimité dans le fait qu'il représentait une valeur morale supérieure divine, par exemple, une monarchie. Même si ça pouvait être tronqué, à l'évidence, et on pouvait utiliser ce statut-là à des fins pernicieuses, la légitimité d'un pouvoir était basée sur, une morale effective, ou symbolique, mais une morale symbolique à partir de laquelle on pouvait envisager une morale effective. Les gens, en fait, pensent, inconsciemment, c'est inconscient, qu'en réalité, le pouvoir est aussi vertueux qui prétendait l'être par le passé. Alors qu'en réalité, c'est quoi? C'est des technogestionnaires qui gèrent l'économie. L'économie n'a pas un postulat moral, elle a un postulat gestionnaire, l'économie. Ce qui veut dire que quand on sait très bien que ceux au pouvoir, qui sont en général des affairistes, des banquiers, fondamentalement, finalement, travaillent à faire en sorte de fructifier de l'argent continuellement, et ben l'humain est devenu un moyen. Il n'est plus devenu une fin. Je reviens là, si on réfléchit un peu en termes de politique, ce que Poutine a dit au sommet de Davos. Il a simplement dit un truc simple, mais d'un bon sens, hors du commun. Il faut que l'humain redevienne la fin et pas le moyen. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour revenir à ce que je disais, nos prédécesseurs ont automatisé la manière d'être en disant voilà, le progrès, la technique, l'économie, c'est la valeur absolue. Et il faut qu'on se subordonne à ceux qui en sont qui détiennent les capitaux et qui décident de la façon dont on s'organise autour de cette capitalisation. En gros, c'est ça. Et donc ils ont pensé de façon assez crédule que, sachant que le pouvoir républicain, démocratique, capitaliste a hérité du pouvoir monarchique ou impérial qui contenait malgré tout un réel postulat moral, eh bien il allait avoir en continuité un comportement ou une attitude qui allait être similaire en fait, qui allait avoir un relais simplement. Sauf non, on a évacué la question du moral au profit de la question de l'économique. Vous voyez? Et donc l'homme est un moyen par lequel on passe pour pouvoir générer du profit. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les enfants, eux, fondamentalement, suivent le conseil des parents. Mais les parents n'ont plus de conseil. Les parents ont automatisé un système dont ils ne mesurent même pas l'origine et la direction. Donc ce qui se passe, c'est que les enfants doivent se délier, et je le dis frontalement aujourd'hui, se délier de l'influence, on va dire, inconsciente, négative des parents. Je ne parle pas en termes d'éducation et d'importance filiale, évidemment que le parent reste le parent. Mais il faut évidemment tuer la figure symbolique du père et de la mère. Quand je dis tuer, je veux dire par là, l'enfant a aujourd'hui la possibilité de trouver des réponses à ces questions. Alors évidemment, sur un plan moral, éducationnel, il doit toujours être subordonné aux parents, mais il doit trouver le moyen par lequel, aujourd'hui, sachant que les parents ne peuvent plus légitimer leur point de vue sur le monde parce que le monde s'effrite, trouver un moyen par lequel ils pourront porter un regard intuitif et qui puisse par la suite intellectuel en se renseignant eux-mêmes sur le monde. C'est ça l'intérêt aujourd'hui dans l'éducation, c'est que finalement, il y a en puissance 100 000 pédagogues finalement, en dehors des parents. Je veux dire par là, si vous avez de la curiosité, du temps et de l'attention, vous allez sur YouTube, vous tapez n'importe quel sujet. Il y a des youtubeurs, des vulgarisateurs sur des sujets de sciences physiques, sur des sujets philosophiques. Et à partir de là, vous pouvez créer des substituts pédagogiques par rapport aux parents, laisser aux parents la gestion, fondamentalement,
d'éducation et des valeurs transmises, mais il y a une marge finalement d'autonomie aujourd'hui à l'enfant par le discrédit finalement que la société a apporté à l'éducation en général, parce que celle-ci a aussi, quoi qu'on dise, finalement, le système consumériste a rendu le comportement des adultes extrêmement individualiste. La sens du sacrifice est quelque chose qui est inexistant. Dès que ça va pas, on se sépare, on veut jouir de l'un et de l'autre. Donc comment voulez-vous que des enfants aient pour repère des parents, pour qui finalement la vie n'est qu'une possibilité constante de pouvoir démultiplier le confort et la jouissance qu'on a amené à pouvoir vivre. C'est pas un bon indicateur, mais il faut que les parents se trompent pour que les enfants corrigent. Alors quand je dis corrigent, je pense ils n'ont pas la primauté ni même une légitimité supérieure, mais qui sentent dans leur fort intérieur une anomalie qui les forcera à devoir avoir un parcours d'autonomie beaucoup plus structurant et peut-être beaucoup plus enrichissant que la façon dont nos parents ont simplement été les relais humains d'un système de valeurs ou de non-valeurs qui ont fait d'eux des objets. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. Donc moi je voudrais rebondir sur un sujet que tu as évoqué et notamment qui est aussi dans l'actualité. Le confinement a permis de déployer toutes des solutions digitales. Voilà. On a cette éclosion du phénomène de l'éducation à distance. Et donc cette éducation à distance, on a vu, a eu des limites. Et voilà, moi ce que j'aimerais bien te poser comme question, c'est est-ce que l'éducation à distance est une solution ou au contraire ça pourrait représenter une complémentarité à la présence physique, puisque on remarque maintenant que lorsque les gamins reviennent à l'école en présentiel, ils ont un attachement encore plus accru en fait, au téléphone et qui nuit en fait à l'attention générale. Mais en fait, la question que tu poses doit se définir dans un cadre, c'est-à-dire que tout dépend de de ce que dégage, si tu veux, le professeur. C'est-à-dire, si vous avez une dimension humaine, et quand je dis dimension humaine, je ne fais pas référence dans un premier temps à la culture et à vos compétences en tant que pédagogue, mais vous dégagez quelque chose, une universalité par attitude. À l'évidence, si vous avez eu l'occasion d'œuvrer normalement dans des cours, dans un cadre, on va dire, universitaire, ou peu importe, dans un lieu qui permet d'être en lien direct avec l'étudiant, et que vous avez su générer une attention particulière, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas, ou c'est beaucoup plus difficile, engendrer ce que j'appelle une réciprocité polaire de l'émotion. Pour résumer simplement, l'éducation, c'est quoi formellement? C'est créer un lien affectif à partir duquel les intelligences se mettent aussi en collaboration. C'est parce que j'apprécie humainement la personne, et je ne parle même pas d'une appréciation d'ordre consciente. On ressent les choses, vous savez, on sait facilement dire je le sens pas ou je le sens lui. Le professeur, il doit être capable de générer une appréciation positive dans l'inconscient de la personne. Comment il s'y prend? Par un enthousiasme, c'est-à-dire par une sorte de faculté d'expression, non seulement cohérente sur le plan syntaxique, sur le plan lexical, sur le plan informationnel, à savoir il sait structurer ses informations, mais il dégage une espèce de ferveur. L'enfant, il a une ferveur. Quand un enfant découvre quelque chose, il vient voir son parent, bah, tiens, j'ai découvert ça. Et pour avoir une réciprocité par l'émotion, c'est-à-dire pour avoir une coordination vibratoire, je dirais, il faut avoir déjà cette ferveur. Cette ferveur, c'est ce qui permet de créer un lien affectif. Si vous l'avez, et qui plus est, vous générez une telle attention auprès des personnes, il va y avoir la possibilité d'introduire dans cette mise en corrélation des âmes une possibilité d'échange intellectuel pertinent. Et ça, évidemment, c'est le professeur 2.0. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le concède, mais c'est exactement ce qu'il faut envisager. Et à partir du moment où vous parvenez donc à générer autant, je dirais peut-être pas d'admiration, mais en tout cas voilà, d'attention, vous êtes à peu près sûr qu'il va lui-même s'efforcer à essayer de résoudre l'énigme que vous représentez. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous parlez de façon abstraite, comme semble-t-il, je le fais moi, parce qu'évidemment, quand je parle, ça paraît compliqué dans la mesure où le niveau général, c'est considérablement délité à un point dont on ne sait même pas la réalité, tellement on est en dehors d'eux, mais c'est un autre débat. Et bien évidemment, quand vous parlez, s'il y a une partie de ce que vous dites qui est accessible, l'autre qui n'est pas accessible, donc il y a une dimension à la fois, on va dire, une dimension pédagogique, presque de vulgarisation ou d'adaptation auprès de l'enfant, je m'adapte pédagogiquement à lui. En même temps, cette fougue dont je parle à l'instant, ce dynamisme, est accompagné aussi d'une partie d'explication dont on peut imaginer qu'elle ne sera pas intégralement saisie. Qu'est-ce qui va se passer? Étant interpellé par le dynamisme,
la conviction qui émane de la personne. Et ayant perçu partiellement le propos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'atteler à essayer lui-même, lorsqu'il sera plus avec la personne, parce qu'il aura été inspiré par celle-ci, à creuser le mystère finalement que représente la partie de l'énoncé qui n'a pas été saisie intégralement. Vous voyez? C'est ça un pédagogue. Si vous faites ça derrière, pas de problème. Le type, quand vous allez faire un cours avec lui derrière sur Internet, un cours en visio, ce que vous avez généré au départ comme état d'esprit et comme comment dire, interrogation, comme énigme auprès de lui, va possiblement comment dire, faire en sorte qu'il va lui-même faire un travail de recherche et il sera content de retrouver son professeur en visio, à défaut de l'avoir évidemment en direct. Et après, on peut alterner par exemple un cours magistral ou un cours voilà, qui sera structuré sur les bases que j'en évoquais à l'instant, en réel, et à la suite de quoi peut-être partiellement d'autres cours à distance. Tout sachant qu'on va revenir ainsi progressivement à finalement à un cours direct. On ne peut pas remplacer le virtuel, enfin le réel par le virtuel, néanmoins il peut être un relais à la seule condition que le professeur soit brillant, non seulement du point de vue de ce qu'il connaît, mais du point de vue de la façon dont il peut sublimer ses connaissances, parce qu'elle le traverse, parce qu'elle l'anime, parce qu'elle le détermine. Et c'est fondamental. Sans quoi, c'est pas faisable, pas réalisable, et à mon avis, problématique. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est que tu as posé un très beau postulat sur la situation, pour dire, globale de l'éducation et plutôt du professeur. J'aimerais maintenant revenir à l'élève. Et c'est une question qui concernerait plutôt les parents d'élèves et les adolescents qui voudraient justement se mouvoir dans l'environnement. Et je me demande, c'est que globalement, si je veux synthétiser, il y a un esprit de conquête à travers tout ce que tu nous as décrit. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais mettre l'épée dans le plat, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont élevés par des femmes, éduqués par des femmes, et même leurs pères, quelque part, sont métaphoriquement des femmes. Or, la conquête, c'est quelque chose d'éminemment masculin, comme on dit. Et ce que j'aimerais savoir, c'est que comment on peut insuffler cet esprit, on pourrait dire, de conquête. Et c'est pas du virilisme, hein, ce que je veux dire. Mais voilà, cet esprit qui voudrait aller chercher plus, aller chercher par-delà, quitte à souffrir. Comment on pourrait faire en sorte que cet esprit puisse arriver? Eh bien, en fait, c'est très simple. Très simple. Et en même temps, ça correspond à une mission collective qu'on se doit d'envisager. Simplement, qu'est-ce qui mettait au premier plan la virilité et justement l'esprit de conquête? C'était la nécessité, à l'évidence, de conquérir des territoires et évidemment de structurer des sociétés autour d'une position affirmative. D'accord? Et c'est en lien avec la volonté d'avoir, posséder un territoire, posséder une femme, posséder un emploi, posséder une maison. Donc en fait, la virilité telle qu'on l'imagine et l'affirmation conquérante, jusqu'à maintenant, était étroitement liée à la masculinité, mais une masculinité d'appropriation, d'avoir. Comme on transite vers une société qui manifestement va devoir se construire autour d'une amélioration finalement de sa psyché, à savoir d'une extension de ses possibilités de perception, d'une extension de ses possibilités de ressentir, de réfléchir, et du coup le bonheur étant un phénomène psychique interne, la conquête aujourd'hui de l'humanité passe par le fait, à mon avis, de reconstruire totalement l'être à partir de perspectives nouvelles qui sont plus des perspectives de possession, d'avoir, mais d'être. Non plus vouloir plus, mais vouloir être plus. Non plus vouloir posséder plus de choses. Là, évidemment, la conquête implique la force, et le père représentait cet esprit de conquête, cet esprit de structuration, on va dire, morale, propre à protéger ses acquis, et par la protection de ses acquis, envisager de conquérir d'autres territoires, d'autres choses. Aujourd'hui, les conquêtes spatiales sont plus à envisager. Les conquêtes économiques, on arrive au terme de cette compétitivité freinée qui a engendré un degré de névrose que je qualifierais de sans précédent dans l'histoire. Et la conquête aujourd'hui, l'esprit de conquête est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de conquérir, on a une soif finalement qui est intrinsèquement une soif d'être, mais qui peut être, par un relais pernicieux du système, réorientée sur une soif de possession matérielle. Qu'est-ce qui fait qu'on va consommer beaucoup de choses? C'est quoi la spécificité du fétichiste? C'est qu'en fait, il retrouve dans l'objet qu'il possède un sentiment de valeur. Ah, j'ai donc je suis. Ce qui veut dire que, initialement, la problématique ou le besoin, il est bien ontologique. C'est une soif d'être. Et donc, pour rebondir à ce que tu disais, comment faire en sorte, il y a beaucoup de familles monoparentales, où évidemment, il y a beaucoup de mamans, et Dieu sait que j'en connais avec des enfants, sont des petits garçons qui n'ont pas de papa. L'idée, c'est que l'esprit de conquête, n'étant pas quelque chose qui va de soi, notamment chez les enfants, en lien constant avec voilà, les femmes, l'esprit de conquête néanmoins existe à l'état archétypique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en nous, quand on regarde un film, même qu'on a un père présent ou pas,
quand on voit un héros voilà, réussir une épopée, pas besoin d'avoir un papa pour se rendre compte qu'il est vertueux, que le sens du sacrifice a une valeur, et que finalement on aimerait être à sa place. D'accord? Donc faut pas oublier, quand je parle sur la mythologie grecque, qu'est-ce que c'est que la mythologie grecque en dernière instance? C'est, là, au départ, tu es le père. Tu es le père, c'est-à-dire tu es celui qui standardise, formalise des règles, parce qu'il les rend statiques, il crée une morale fermée. Et lorsqu'on tue symboliquement le père, c'est qu'on dynamise finalement nos perspectives, nos positions, et donc on envisage un saut qualitatif. Donc là, c'est pas tuer le père, c'est faire face à l'absence du père dont vous me parlez là. C'est encore différent. Et ce que je pense moi, c'est que cette conquête justement de l'espace psychique, finalement de l'être, va pour moi, nous obliger à construire ou à se diriger vers finalement des fonctions psychiques qui en général sont manquantes chez les hommes. Je pense à la sentimentalité, qu'on assimile toujours à cette mentalité à l'odrose, c'est-à-dire à l'émotion démonstrative dans les relations hommes-femmes, mais c'est plutôt une sentimentalité qu'on va essayer de conquérir à partir d'une posture justement voilà, ambitieuse. En gros, si je conserve une virilité et que je m'attelle à essayer voilà, d'élargir mes émotions avec toujours cette idée de maîtrise, plutôt que de vouloir fuir mes émotions par souci de protéger mon intelligence et mon esprit. Alors là, on pourra agrandir justement la sphère de l'esprit, ce qui veut dire que la conquête, comme elle est plus extérieure, elle n'implique plus une virilité paternaliste qu'on a souvent incriminée, notamment avec les 2 guerres mondiales, voilà, qui ont tué bon nombre d'hommes et qui ont justement amené à l'antithèse aujourd'hui, voilà, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais on voit qu'il y a une dévirilisation excessive. Mais si on réfléchit du point de vue psychologique, cette tentative d'accusation du patriarcat, elle est politiquement pernicieuse et malsaine, mais elle illustre un besoin peut-être psychologique plus profond d'élargir en fait la complémentarité entre un fonctionnement de l'esprit basé sur la réflexion et la conquête et un fonctionnement de l'âme basé sur la vibration et l'émotion. Donc si les femmes se masculinisent, elles le font par imitation, à mon avis, absolument abjecte, des attributs parfois masculins les plus caricaturaux, et donc il faut qu'elles envisagent une posture plutôt affirmative, tout en maintenant son émotivité, sa grâce, sa sensualité. C'est-à-dire c'est l'assimilation d'un principe à un autre. Hein. Et là on peut rejoindre Platon, donc je crois que c'est dans le banquet, lorsqu'il y a l'idée de l'androgyne primitif, où on met en évidence le fait qu'initialement nous serions du coup ni femmes ni hommes, ce qui est le cas biologiquement au départ, et qu'en réalité on cherche une moitié pour se compléter et retrouver en fait finalement l'éternité perdue à travers voilà, la conquête de finalement ce qui nous est complémentaire. Mais psychologiquement il y a la même chose, ce qu'on appelle anima animus en psychologie. C'est que si vous parvenez à maintenir votre position d'homme, mais en délocalisant de l'orientation conquérante, de l'avoir que le système vous met en tête pour pouvoir mettre en concurrence avec les autres, et que vous pénétrez votre chemin intérieur, vos horizons intérieurs, ce que a très bien compris George Lucas dans Star Wars, hein, c'est ni plus ni moins qu'un grand space opéra au sein duquel on vous propose de faire une époque psychologique pour conquérir des vertus de la sagesse, de la puissance et de l'équilibre. C'est juste ça en fait. Et vous pouvez le faire, et donc du coup la féminité va pas être un substitut de la masculinité, mais une complémentarité intérieure susceptible d'agrandir la sphère de la conscience. Je suis par exemple moi très viril, et je l'affirme haut et fort, très sentimental dans le sens où quand je parle, on sent bien là que je crois en ce que je dis, je mets de l'émotion, je mets une verve, je mets une vibration. Donc en ce sens, on peut assimiler les deux et jamais promouvoir l'un ou faire valoir l'un au détriment nécessairement de l'autre. Donc oui, pas de panique. Les familles monoparentales, malheureusement, finalement, au départ, on peut considérer qu'elles sont défavorisées, mais il y a, comme dirait Gilbert Durand, le fameux spécialiste de l'imaginaire, il y a aujourd'hui un musée à ciel ouvert, ça veut dire des œuvres d'art, des films, des choses incroyablement riches qui peuvent créer ce qu'on appelle des inductions dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire induire dans l'inconscient des énergies susceptibles de donner un élan de conquête à l'homme. Donc s'il n'y a plus le père physique ou moins le père physique, il y a des milliers de pères symboliques susceptibles d'activer dans l'individu des énergies insoupçonnées pouvant, à mon avis, mener l'homme à sa nouvelle configuration. C'est un terme trop informatique, mais à sa nouvelle dimension, je dirais. Et donc pas de panique, c'est possible. Mais la condition sine qua non, c'est l'amour.